Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un grand merci à Dominique Ancineau et à Claire Georges et au collectif PASS de cette invitation et de cette possibilité de dialogue avec Bernard Guiraud-Chaumeil. J'ai quand même l'impression qu'on est à peu près sur la même position. Je ne suis pas technophobe. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Bon, on verra quand il y sera, comme on dit en psychanalyse. Donc si vous voulez, pour moi, la question n'est pas de diaboliser la technique. Il est évident que c'est quelque chose d'absolument formidable qui a permis des progrès tout à fait considérables. Ce n'est pas ça la question. Il y a deux points simplement, étant donné que j'ai 10 minutes, et je sais que Jackie sera impitoyable, étant donné que j'ai 10 minutes, je vais essayer plutôt de lancer un certain nombre de pistes et ensuite on ouvrira le dialogue. Si vous voulez, le premier point, il se déduit de ma pratique clinique, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il va de soi que quand un patient est affecté par un diagnostic, qui plus est avec un avenir plus ou moins péjoratif ou plus ou moins invalidant, la première question qu'il se pose, c'est qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive à moi et maintenant. C'est-à-dire que, si vous voulez, au-delà, pourrait-on dire, du diagnostic objectivant de la médecine, il y a la nécessité pour le patient de donner un sens à ce qui lui arrive. Nietzsche disait d'ailleurs que la souffrance la plus extrême était l'absence de sens dans la souffrance. C'est-à-dire qu'il va de soi qu'il y a ce besoin de donner un sens. Ce besoin de donner un sens constitue ce que nous avons appelé d'ailleurs avec Marjorie Delvaux le roman du malade. C'est-à-dire la nécessité, si vous voulez, de donner une cohérence et une signification à des événements de vie. Canguilhem a là-dessus une phrase absolument indépassable quand il dit que la maladie n'est pas l'absence ou la limitation de mouvement, c'est l'apparition d'un drame dans une existence. Donc il y a incontestablement à prendre, si vous voulez, en compte ce roman du malade et qui, encore une fois, ne doit pas être confondu avec la cause de la maladie. Et c'est, à mon avis, une des critiques que nous avons pu d'ailleurs pendant des années faire émerger Delvaux autour de la question de la psychosomatique, qui nous paraissait une espèce de formation idéologique de compromis entre la perspective proprement médicale et la perspective proprement psychologique ou psychanalytique. Donc je crois que c'est un point qui est extrêmement important. Si vous voulez, nous avons eu souvent tendance à nous référer au principe de complémentarité de Niels Bohr, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui disait que deux théories peuvent être à la fois contradictoires, exclusives l'une de l'autre et vraies l'une comme l'autre. Et il faisait allusion à la théorie corpusculaire, à la théorie ondulatoire de la lumière. C'est-à-dire qu'en gros, pour le patient, ce qui lui arrive sera toujours une construction qui est une façon de donner du sens à ce qui émerge et qui, bien sûr, s'inscrit dans un autre régime de connaissance, de savoir et de pratique que le diagnostic médical, le diagnostic de la biomédecine. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que la technique, c'est formidable, mais il ne faut pas pour autant oublier, si vous voulez, le sujet humain et donc lui donner du temps et lui donner la possibilité d'une rencontre et d'un récit de ce qui lui arrive. Or, je ne sais pas, ce matin, j'étais obligé de partir pour des raisons personnelles que j'ai expliquées, mais je ne sais pas ce que vous avez dit à propos du temps, mais il y a évidemment aujourd'hui, avec une logique que j'appelle technico-financière, qui a tendance à modéliser l'ensemble des pratiques et l'ensemble des savoirs, il y a de moins en moins de temps consacré à l'écoute du patient, et peut-être que c'est effectivement l'originalité des PASS de pouvoir le faire, puisque, comme le dit le philosophe Jean-François Lyotard, dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible, d'en faire perdre. Donc effectivement, avec la tarification de l'activité, on vous évite de perdre du temps, mais on vous évite aussi d'avoir à penser. Du coup, nous sommes face à un modèle qui est un modèle d'assujettissement de l'ensemble des professionnels, ce que j'appelle une prolétarisation généralisée de l'existence, c'est-à-dire une confiscation des savoirs et des savoir-faire, si vous voulez, par la technique. Alors la technique, il faut quand même le préciser, la technique, c'est pas seulement la machine. La technique, c'est aussi la procédure. La technique, c'est aussi si vous voulez, des machines immatérielles, mais aux effets bien réels, comme bien sûr les protocoles, comme bien sûr les règles de bonne pratique, comme bien sûr, si vous voulez, toutes les matrices gestionnaires qui nous tombent dessus. Alors, c'est un point, si vous voulez, qui est important, parce que, bien sûr, on va faire l'éloge humaniste de l'écoute, on va faire l'éloge humaniste de la clinique, qui tend à être effacé, mais concrètement dans l'institution, eh bien, ce temps pour l'écoute, ce temps pour le récit, ce temps, si vous voulez, pour ce que vous avez appelé la pensée magique, il est
effacée par les exigences technico-gestionnaires. Voilà. Alors, le deuxième point, je reviendrai, mais je vais essayer de développer déjà ce premier, mais le deuxième point, si vous voulez, c'est que la technique, il faut voir qu'elle émerge. Alors, c'est merveilleux que vous ayez parlé d'Harvey, parce que je cite souvent son travail de l'historien de la médecine. Je suis aussi compétent que vous sur la médecine, et j'ai un peu lu, j'ai un peu travaillé, et c'est Henri Sigéris qui montre que justement la découverte de la physiologie sanguine par Harvey, elle est tout à fait contemporaine, c'est-à-dire consubstantielle d'une forme de penser le monde à une époque donnée, c'est-à-dire l'esprit baroque. C'est-à-dire que le passage du modèle anatomique au modèle physiologique, il s'inscrit, si vous voulez, dans une capacité de penser le monde de manière perspectiviste vers un point d'infini. Donc, ceci pour dire, de manière tout à fait à la manière de Michel Foucault, qui pour moi est un maître assez indépassable, il s'agit de dire que les formes de savoir qui s'imposent à un moment donné dans une société donnée sont aussi liées à des manières de penser le monde, c'est-à-dire sont aussi coextensives à des logiques de pouvoir, c'est-à-dire à des pratiques sociales. Et donc la question que je poserai aujourd'hui, c'est, si vous voulez, c'est est-ce que l'éloge que l'on fait de la technique, c'est eu égard aux résultats qu'elle permet, et ils sont incontestables, et je ne les conteste pas, et j'en serai le premier bénéficiaire, effectivement, il n'y a pas de problème, ou bien est-ce que cette technique, elle n'est pas mise en avant, parce que nous sommes dans une culture, une civilisation des mœurs qui vise à nous faire penser le monde d'une certaine manière, et à privilégier le langage de la machine. Le 19e est pour moi, j'ai travaillé un peu là-dessus, le 19e siècle est pour moi le moment où les choses virent complètement. C'est-à-dire où effectivement, ce qui s'impose, c'est la technique. Mais ça ne s'impose pas simplement eu égard aux résultats scientifiques que cela permet, ça s'impose parce qu'il y a à ce moment-là, n'est-ce pas, une révolution industrielle qui répond aux exigences, si vous voulez, de la société. C'est-à-dire, pour le dire très simplement, il y a une phrase de Michelet que j'aime beaucoup, en 1946, dans ce livre magnifique qui s'appelle Le Peuple, qui dit « Ce n'est plus l'homme qui fait marcher la machine, c'est la machine qui fait marcher l'homme ». Donc le gros problème, c'est là, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui se produisait, pourrait-on dire, à la fin du 19e siècle, notamment avec la deuxième révolution industrielle, et qui a consisté à toute une prolétarisation, si vous voulez, des professionnels, et on peut dire, et là je rejoins tout à fait mes amis Florent Champy et Frédéric Pierru, il va de soi que la confiscation du savoir artisanal par la machine est véritablement la condition de la prolétarisation. Il va de soi que le terme prolétaire, comme Marx emprunte d'ailleurs à la philosophie grecque, n'est-ce pas, ce terme, il n'est pas simplement lié aux conditions matérielles de l'existence, n'est-ce pas, ce terme, il signifie véritablement un appauvrissement symbolique dans la manière de pratiquer. Là, si vous voulez, ce qui s'est produit, pourrait-on dire, à la fin du XIXe siècle, du côté du passage de l'artisan vers l'ouvrier, n'est-ce pas, spécialisé, vers la standardisation des actes professionnels, se produit aujourd'hui, et c'est un peu la démarche de l'appel des appels que j'ai eu avec d'autres, si vous voulez, donc que j'ai initié avec d'autres, il va de soi que c'est vrai pour l'ensemble des professionnels. Donc vous preniez les chercheurs, j'ai eu de grandes responsabilités aussi à l'université, dans le recrutement, la promotion, etc., des collègues. J'ai été expert au ministère de la Recherche, etc. Au niveau de l'université, on voit cette prolétarisation. C'est vrai au niveau des soins également, et c'est merveilleux que les PASS, en quelque sorte, échappent du fait même qu'ils ne tombent pas dans le paradigme, je dirais, classique, échappent un peu à cette standardisation, mais dans le domaine de la médecine, c'est quand même le cas. Dans le domaine du travail social, c'est le cas. Dans le domaine du journalisme, c'est le cas. Dans le domaine de la justice, etc. Je pourrais, si vous voulez, vous déplier l'ensemble des professionnels qui se voient aujourd'hui, en quelque sorte, confisquer leur savoir artisanal par des exigences qui sont celles de la machine. Alors, je citerai au passage quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Jacques Ellul, qui est le premier à justement insister sur cette, si vous voulez, cette autonomie du système technicien qui met en esclavage, pourrait-on dire, les professionnels, lorsqu'il dit « ce n'est pas la technique qui assujettit les individus, mais c'est le sacré transféré à la technique. » C'est-à-dire que c'est à partir du moment, si vous voulez, où on considère que c'est la chose primordiale. Alors, à partir de ce moment-là, je voulais faire une intervention là-dessus, mais je pensais avoir une demi-heure, donc je ne vais pas le faire, mais peut-être juste donner quelques phrases. Et j'avais donné un titre un peu provocateur à mon intervention, « Le soutien du vivant, est-ce bien utile ?»
Est-ce que finalement, dans un monde tout à fait avec une intelligence numérique, une intelligence technique, est-ce que c'est bien utile? Et je citais Henri Miller, l'écrivain, qui écrivait « Le soin et l'amour dont entourait jadis le corps humain vont maintenant aux machines. Les machines reçoivent la meilleure nourriture, la plus grande attention. Les machines coûtent cher. Les vies humaines sont bon marché. Jamais dans l'histoire du monde, la vie n'a été à meilleur marché qu'aujourd'hui. Comme il est naturel, dès lors, que le soutien de la vie soit totalement dénué de valeur. » Et c'est la question, excusez-moi, vous avez dit des choses tout à fait magnifiques, et je n'ai pas votre talent d'orateur et de conteur, mais Claire m'avait prévenu, n'est-ce pas? Mais ce que vous dites, n'est-ce pas, de l'écoute du patient, ce que vous dites de la présence même du médecin, ça vaut combien à la T2A? C'est ça le problème. Le problème majeur, il est là, vous voyez. Alors, j'aurais pu aussi introduire mon topo par cette citation de John Keynes, l'économiste, n'est-ce pas, que m'a fait connaître mon ami Bernard Maris, qui a été assassiné, comme vous savez, à Charlie Hebdo, n'est-ce pas, et qui disait « Nous serions capables d'éteindre le soleil et les étoiles parce qu'ils ne nous rapportent pas de dividendes. » Et ce qui est peut-être important, c'est qu'effectivement, s'il y a encore de la lumière dans les passes, c'est parce qu'ils échappent à cette technique, enfin, cet assujettissement technico-financier. Alors, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Je voudrais prendre, si j'ai encore 5 minutes, 5 minutes, oui. Bon, je voudrais prendre 2 exemples rapides et ensuite terminer sur un point historique et un point, je dirais, plus anthropologique. Alors, les 2 exemples rapides, ils sont très simples. Dans le quotidien du médecin, dès septembre 2008, 2 histoires du jour retiennent mon attention. La première s'intitule « Bien assuré » et elle consiste à reprendre l'idée chez les assureurs de donner des primes aux assurés capables de marcher jusqu'à 8 km par jour. Vous le savez, c'est généralisé, puisqu'aujourd'hui, Generali, l'assureur italien, n'est-ce pas, propose des compensations financières à ceux qui accepteront d'être, pourrait-on dire, contrôlés, je dirais, de manière numérique sur leur manière de vivre. À partir de ce moment-là, on voit bien comment l'assureur devient prescripteur de comportement. Il y avait un très beau dessin dans Le Monde, il y avait un type en train de partager son repas avec sa femme, vous voyez, et il reçoit un appel, et sa femme lui dit qui c'est, et il répond, c'est mon assureur, il me demande si c'est vraiment raisonnable de reprendre une deuxième fois de ce plat. Alors, moi, c'est un peu ma question pour ceux qui me connaissent un peu au niveau de mes travaux, c'est-à-dire que dans un monde de l'intelligence numérique, on tombe dans ce que Canguilhem appelait le modèle de la société animale. C'est-à-dire que les choses sont prescrites, pas de manière autoritaire, pas de manière disciplinaire, pas de manière, si vous voulez, violente et méchante, non, de manière insidieuse. C'est-à-dire que vous avez une normalisation des comportements par le biais même d'une espèce de numérisation du monde et de la possibilité de prescrire les comportements les plus adéquats. La deuxième histoire, elle est beaucoup plus terrible. La deuxième histoire, c'est celle d'un courrier adressé à des patientes cancéreuses de l'Oregon, aux États-Unis, et qui refusent la prise en charge de leur chimiothérapie, compagnie privée, comme vous savez, au motif duquel leur chance de survie à 5 ans était évaluée à 5%. Mais en lieu et place, on leur propose un suicide médicalement assisté légal dans l'Oregon. Donc vous avez là aussi ce qu'il en est, et c'est ça pour moi la machine, c'est pas la machine matérielle, c'est pas le scan, l'IRM, c'est pas ça. Vous voyez, c'est pas le stéthoscope qui a été une découverte formidable, c'est pas ça. C'est cette machine numérique qui finalement transforme l'individu, si vous voulez, en configuration probabiliste de son avenir. Là est un problème majeur, parce qu'on voit bien les intérêts à la fois politiques, d'une politique très sécuritaire, et les intérêts industriels, puisque, comme vous le savez, n'est-ce pas, l'invention de la biomédecine comme Nicodière, l'invention de la biomédecine, elle est la reconnaissance aussi du fait que les industries de santé peuvent soutenir les recherches, peuvent soutenir les enseignements, et donc participent à la définition des normes qui permettent de poser le diagnostic. Quand par exemple en 1974, la Ligue de lutte contre l'hypertension artérielle, n'est-ce pas, les maladies cardiovasculaires, fait baisser d'1 point la norme de la tension artérielle, ça multiplie par 3 le nombre de consommateurs potentiels d'hypotenseurs. Donc à partir de ce moment-là, les normes elles-mêmes sont des réalités transactionnelles, comme sur les marchés financiers. On va négocier les normes en fonction d'intérêts divergents. Alors c'est là où le paradigme, si vous voulez, d'une rationalité
purement objective et purement probabiliste me pose problème. Et c'est là où les passes, c'est formidable. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en gros, et là je prends le risque de parler devant un professeur de santé publique, aujourd'hui, n'est-ce pas, le risque majeur, c'est que le patient ne soit plus qu'un exemplaire ou un segment de population statistique. C'est qu'effectivement, il entre, pourrait-on dire, dans une courbe des données, il est placé là-dessus. Et les passes, eh ben, vous êtes obligé de renouer avec le travail artisanal. Donc effectivement, c'est une pratique de création, c'est une pratique d'innovation, c'est une pratique artistique, pourrait-on dire, et qui contraint autant qu'elle émancipe. Mais dans la plupart des autres pratiques, eh bien, on est plutôt dans une espèce de pilotage numérique des actes professionnels. Alors, pour terminer en 2 minutes, si on puisse, si vous voulez, discuter, moi je crois que incontestablement, je pense à des travaux d'historiens de la médecine aussi, incontestablement, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, l'émergence d'une médecine à la fois scientifique et expérimentale, tout à fait formidable, hein, Claude Bernard, etc., Pasteur avec l'étiologie spécifique des maladies, etc., fait que l'objectivation du corps déplace, pourrait-on dire, le lieu épistémique de la médecine, du lit du malade, vers le laboratoire de physiologie animale. Qu'on le veuille ou non, il y a, si vous voulez, ce déplacement qui s'effectue. Je schématise, hein, on est bien d'accord. Alors, les médecins auxquels vous vous référez encore récemment, ces médecins-là, ils ne se contentent pas de ce déplacement épistémique, parce qu'il n'y a pas que de la rationalité scientifique dans l'acte médical, il y a aussi une clinique artisanale. Mais aujourd'hui, la question se pose. Et c'est simplement ça que je suis venu vous dire. Aujourd'hui, la question se pose, c'est-à-dire que devient la maladie du malade, comme disait Canguilhem, ce que nous appelons le roman du malade, que devient la maladie du malade dans une médecine qui tend, comme les autres professions, à être, si vous voulez, commandée par des données probabilistes, et qui donc, du coup, il y a cette, si vous voulez, cette tentation, pourrait-on dire, d'oublier la parole, d'oublier le récit, d'oublier l'écoute et de lui préférer l'information. Je termine sur ce point. On a ici travaillé, notamment avec Pierre Lecause, on a fait un bouquin sur la question du consentement. On voit bien comment, si vous voulez, face à cette question, qui est quand même, il faut bien le dire, allez, je vais être très provoquant, hein, je prépare le débat, je vais être très provoquant. Cette question, si vous voulez, d'une médecine purement scientifique, d'une médecine purement prescriptive, par rapport à des données numériques. Elle aboutit à quoi? Elle aboutit à une forme de fascisme. Elle aboutit à une forme de fascisme. Hein. C'est pas un fascisme au sens politique du terme, au sens d'un impératif prescrivant des manières de se comporter. Et ça, c'est justement ce qui fait surgir, si vous voulez, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette question de l'éthique. L'éthique ne peut plus être considérée, alors après ça va durer quelques décennies, parce qu'il faut toujours quelques décennies pour perlaborer, n'est-ce pas, une découverte, mais ça va aboutir à cette idée. Qu'est-ce qui va différencier? Si vous prenez le procès de Nuremberg, vous prenez un certain nombre de procès des médecins criminels, qu'est-ce qui va différencier, n'est-ce pas, les expérimentations atroces, les exterminations abominables des nazis qui disent « nous n'avons fait que de la biologie appliquée ». Il faut lire les textes, donc je les ai lus. « Nous n'avons fait que de la biologie appliquée », n'est-ce pas? Et puis, l'expérimentation médicale pratiquée dans les démocraties. Et c'est la grande question. C'est la grande question qui traîne, qui va donner lieu, comme vous le savez, n'est-ce pas, aux déclarations de Nuremberg, de Manille, etc., aux lois de bioéthique et autres, et qui aboutit à cette idée, ah oui, mais la différence, elle est fondamentale, c'est le consentement du patient aux soins. Et donc, si vous voulez, la question à ce moment-là de la parole, elle va se transformer en question de l'information loyale et du consentement éclairé. Mais par rapport à ce que vous dites, et je vais terminer sur ce point pour avoir un débat là-dessus, par rapport à ce que vous dites, est-ce que informer le patient, c'est la même chose que l'écouter? Est-ce que, n'est-ce pas, est-ce que en quelque sorte, donner des informations aux patients, c'est la même chose que écouter les questions qu'ils se posent. Et on sait bien, au niveau des recherches, par exemple, que de ce qui est donné comme information aux patients, s'il y a 20-30% qui passent, allez,
c'est pas mal. Hein. On dit que c'est encore plus bas lorsqu'il s'agit de parents d'enfants malades. Mais bon, mais allez, 50% maximum. Donc ça veut dire ceci, c'est que le médecin donne des informations qui sont des réponses aux questions que lui se pose eu égard à la déontologie, eu égard, si vous voulez, à la pratique éthique qui est la sienne, mais qui ne sont pas forcément des réponses eu égard aux problèmes que le patient se pose et dont il a envie de parler. Alors, vous ajoutez cette dimension de temporalité qui est très importante, étant donné que, c'est pas vous que je vais l'apprendre, il y a des problèmes sur les moyens, étant donné qu'il y a des problèmes sur le temps, bah, la tentation, c'est quoi? C'est de faire pour l'information la même chose que pour une espèce de protocolisation d'information, n'est-ce pas? Et sans que l'on puisse, si vous voulez, se donner le temps d'écouter le patient et de parler avec lui. Et vous avez raison. Bon, j'avais fait un petit article qui s'appelait, enfin, sur la clinique, l'éthique est peut-être aujourd'hui le moyen de restaurer une clinique oubliée, on se rejoint, mais une société de la parole, c'est pas la même chose qu'une société de l'information. Nous sommes aujourd'hui dans une infobésité, nous ne sommes pas forcément encore dans un espace de parole.